7h26 sur Sud Radio, l'heure de ce face-à-face avec aujourd'hui l'invité d'André Berkoff, Patrice Romain, ancien principal de collège et auteur de ce nouveau livre, Omerta dans l'éducation nationale. C'est aux éditions Cherche Midi, c'est disponible en librairie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrice Romain, on vous connaît, j'avais lu, et je ne suis pas le seul, vous avez écrit beaucoup de livres sur l'éducation nationale et surtout, et notamment quelques best-sellers, évidemment, les mots d'excuse, formidables quand même, les parents qui écrivent aux enseignants, vous en avez lu plus rien, et puis, vous avez écrit Requiem pour l'éducation nationale. C'est vrai qu'en ce moment, je dirais, les avis qui tiennent lieu de faire part se multiplient. On va en parler de toute façon assez longuement. Mais juste, Patrice Romain, donc vous avez fait tout le circuit éducationnel. Vous avez été instituteur, directeur d'école, enfin principal de collège. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Et nous avons reçu, il y a quelques minutes, le secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Je rappelle que ce sont ces chefs d'établissement qui vous ont écrit, on va en parler suite à votre demande, et dans ce livre que je conseille, parce qu'il est très révélateur, Omerta dans l'éducation nationale, et ce qu'ont à dire ces chefs d'établissement, évidemment, dans l'anonymat, ils ont un devoir de réserve. Mais vous avez écouté, alors apparemment, oui, c'est vrai que Gabriel Attal a dit, oui, il y aura un professeur, un enseignant devant chaque élève, etc. Ce n'est pas du tout le cas de l'enquête du syndicat, mais... Voilà, il faut quand même y aller doucement. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. 99% sont présents, etc. Il y a quand même une espèce de décalage entre votre livre que j'ai lu et les représentants du personnel de direction de l'éducation nationale. Oui, vous savez, le syndicat des personnels de direction n'a pas la réputation d'être le plus vindicatif des syndicats. Alors je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait que tous ces dirigeants sont nommés par le ministère sur d'excellents postes, mais en tout cas, on connaît des syndicats plus vindicatifs. Alors qu'est-ce qui se passe? Parlons de votre livre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'a vraiment frappé. Encore une fois... On se rappelle les livres de Chiche, d'autres, d'Eva Wagerland, les professeurs qui parlent. Beaucoup de professeurs en ce moment prennent la parole, effectivement, dans des livres, et se disent, écoutez, ça ne va pas. Alors, que vous disent, et je voudrais qu'on fasse un peu l'inventaire, que vous disent ces chefs d'établissement? D'abord, qu'est-ce qui vous donne l'idée de leur écrire? Eh bien, tout au long de ma carrière, j'ai malheureusement côtoyé un tas de collègues qui étaient en burn-out, qui n'en pouvaient plus, coincés entre une hiérarchie qui donne des consignes hors sol et puis des professeurs qui aimeraient bien qu'on les laisse tranquilles pour exercer leur métier sereinement. Et à la retraite... Depuis toujours, ça, enfin depuis toujours, vous avez... Oui, ça s'accentue, ça s'accentue. D'accord. Et donc... J'ai voulu savoir si c'était général. Donc à la retraite, j'ai envoyé un mail à tous les personnels de direction de France. À tous. Oui. Et j'ai reçu des centaines de réponses et j'ai été effaré de voir le contenu de ces réponses. C'est-à-dire de voir à quel point il y avait un mal-être chez les personnels de direction. Et donc j'ai recueilli tous ces témoignages que j'ai rassemblés donc dans ce livre Omerta dans l'éducation nationale, parce que naturellement les chefs d'établissement sont soumis au devoir de réserve, et donc là, comme ils parlaient de manière anonyme, je leur avais promis l'anonymat, ils ont pu parler vrai. Vous savez, c'est le slogan de Sud Radio, mais ça devrait être, si seulement ça pouvait être le slogan de l'éducation nationale, parlons vrai. Donc là, c'est ces gens de terrain qui, chaque jour, sont obligés d'appliquer des consignes stupides, ont parlé. Et ce qui ressort de tout cela, et de ce que j'ai ressenti pendant plusieurs décennies, c'est que beaucoup de problèmes viennent du management de l'éducation nationale. Parce que les chefs d'établissement, pour progresser dans leur carrière, dépendent uniquement de leur supérieur hiérarchique. Ah oui, c'est ça. Donc, oui. C'est-à-dire qu'il le pouvoir, c'est le supérieur hiérarchique. Voilà. C'est lui qui décide de tout. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, et comme le mantra de la hiérarchie, c'est « tout va bien », pas de vague. Pas de vague, surtout pas de vague. À chaque fois qu'il y a un problème dans un établissement, qu'un professeur va voir son chef d'établissement pour lui dire « voilà, un tel m'a insulté » ou un autre est harcelé, etc. Le chef d'établissement contacte sa hiérarchie, et sa hiérarchie, qui ne veut pas faire de vagues, demande au chef d'établissement
de taire tous les incidents. C'est systématique, ça. Quasiment. En tout cas, moi, je l'ai vécu pendant 22 ans. Et donc, soit le chef d'établissement comprend le professeur, soutient le professeur parce qu'il sent bien que le professeur ne raconte pas de carabistouille, qu'il y a un réel problème. Et donc là, il est placardisé. Parce que c'est un mauvais chef d'établissement puisqu'il remonte de mauvais chiffres. Soit effectivement, le chef d'établissement pense à sa carrière, donc fait pression sur le professeur pour que le professeur lui-même mette un mouchoir sur son amour-propre et accepte d'être traité comme moins que rien. D'être humilié, exactement, d'être maltraité, voilà, etc. Voilà. En fait, pour le chef d'établissement, c'est où moi, ce qui compte, c'est ma carrière, ma hiérarchie, et puis je veux pas fâcher mes supérieurs. Où je prends le mot aux dents, je dis écoutez, ça ne va pas. Et vous dites que c'est très minoritaire, ceux qui prennent le mot aux dents et qui fassent remonter à la hiérarchie, ou alors ils sont eux-mêmes placardisés ou sanctionnés ou maltraités. Voilà, c'est exactement ça. Alors, ils sont pas sanctionnés parce que dans l'éducation nationale, tout se fait discrètement. Tout est oral. À chaque fois qu'il y a un souci, c'est oral. Moi, par exemple... Il n'y a pas de notes. Non, surtout pas. Lorsque, par exemple, un recteur veut faire pression, un élève, un lycéen est surpris à vendre de la drogue dans son lycée, que le proviseur veut passer cet élève en conseil de discipline, qu'il s'avère que cet élève est le fils du responsable départemental d'une association de parents d'élèves, que ce responsable appelle le recteur, que le recteur, courageux mais pas téméraire, voit très bien où est son intérêt et donc passe un coup de fil au proviseur pour que l'affaire se tasse. Oui, et bien là, effectivement, il faut beaucoup de courage au proviseur pour agir. Là, dans ce cas présent, le proviseur était bientôt à la retraite et donc il s'est assis sur la pression du recteur. Que vous avez vécu, connu. Alors oui, exactement. Donc on est toujours coincé. Les chefs d'établissement sont schizophrènes. Très intéressant. On va continuer. C'est passionnant. On va inventorier ce livre. Encore une fois que je vous recommande, Omerta dans l'éducation nationale, parce que l'omerta doit être levée. C'est ce qu'on fait ici et ce que fait Patrice Romain. Et puis après cette pause, on va continuer de parler d'Omerta avec vous aussi. Au 0826 300 300, vous avez une question, une interrogation, une remarque à notre invité du jour, Patrice Romain, pour parler de l'Omerta dans l'éducation nationale. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. C'est un véritable guide. C'est le guide Michelin, j'exagère à peine, de l'éducation nationale. Et Patrice Romain, juste, a donné ses tocs. Alors, ses tocs ou ses étoiles, et puis ses dénominations. C'est très intéressant. Voilà. Le ministre de l'Éducation nationale s'appelle le sinistre de la désinstruction nationale, parce que la seule évolution par rapport à l'époque de Louis XIV, les hauts fonctionnaires de son ministère se prennent encore plus au sérieux, je cite Patrice Romain, que les courtisans du château de Versailles. Les inspecteurs généraux, bien sûr, ils s'assurent que la parole du ministre est bien respectée dans toute la France. Tout va bien, puisque quand même, leur métier, c'est plutôt agréable. Donc voilà, ils seront appelés Roger Liger, IG comme inspecteurs généraux. Les recteurs, c'est Béatrice, la rectrice, représentant direct du ministre. En fait, tout vient du ministre. Tout. Oui, c'est très pyramidal, la hiérarchie de l'éducation nationale. C'est ça. Mais c'est un peu l'armée mexicaine aussi. Vous savez d'ailleurs, tous ces inspecteurs donneurs de leçons qui viennent limite harceler les professeurs. On vient de dire qu'on manquait de professeurs, mais puisque ces inspecteurs sont si extraordinaires, pourquoi on ne les remettrait pas pour une partie de leur temps face aux élèves? C'est une bonne idée. Donc non seulement ça résoudrait en partie le manque de professeurs, mais en plus ça leur permettrait d'éclairer de leurs bons conseils leurs collègues professeurs incompétents qu'ils jugent régulièrement. Oui, ce serait pas mal. Et il y a les inspecteurs, donc les directeurs académiques, influencer les médias dans les sens, calmer les parents, Arsène Le Dazen, Dazen, directeur académique des services d'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux, quelle hiérarchie, quel degré, c'est un gratte-ciel, dites-moi. C'est un gratte-ciel, il ne faut pas oublier que ce sont des cadres supérieurs avec la paie qui va avec. Bah oui, c'est pas mal. Combien est payé un recteur, un directeur académique, un IPR, au gros? Alors écoutez, là je vous dirais des bêtises. Ce que je sais, c'est que le directeur académique touche 50 000 € de prime annuelle. Comme ça, en plus. Prime, en plus de son salaire. En plus de son salaire, oui. C'est bien. Et puis, les chefs d'établissement, là, c'est les patrons d'établissement qui vous ont répondu, effectivement. Alors,
qu'est-ce qui ressort le plus de ce que vous avez reçu, de cette moisson de lettres, de mails ou autres, enfin de témoignages que vous avez eus? Et encore une fois, je disais, c'est un miroir qui réfléchit. C'est une feuille de température de la France, votre livre, Patrice Romain. Qu'est-ce qui paraît le plus? C'est quoi? C'est le mal-être, alors on parle toujours des salaires, d'accord, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui apparaît? La solitude, le désespoir, pas le salaire. Mais psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Vous prenez une décision, vous sentez que ça va être difficile, vous appelez votre supérieur hiérarchique qui vous dit oui, vous avez raison, je vous approuve. Vous prenez la décision, ça fait quelques remous, et aussitôt votre supérieur hiérarchique rétropédale, vous appelle et vous dit ouais, qu'est-ce que vous avez fait, c'est du n'importe quoi, faites le contraire de ce que je vous ai dit. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Sans du tout voir qu'il se contredit complètement par rapport à 24 heures plus tôt à une décision, quoi. Non, puisque la gouvernance, c'est avant tout ne pas faire de vagues. Donc si dire blanc, ça provoque plus de vagues que dire noir, on dit noir, et vice-versa. Alors justement, il y a ça, donc la solitude, alors se sentir effectivement abandonné. J'ai dit, moi j'ai vu, là, enfin on a reçu des témoignages de professeurs très divers, hein, sans aller jusqu'à l'extrémité, sans aller jusqu'au drame, à l'horreur. Mais c'est terrible, vous savez, excusez-moi de vous interrompre, mais justement tous ces professeurs que vous recevez, qui eux aussi ont un mal-être, sont désespérés. Ça vient en grande partie justement du management général. C'est-à-dire que si la hiérarchie ne mettait pas une pression énorme sur les chefs d'établissement, les rapports entre la direction des établissements scolaires et les professeurs seraient apaisés et les professeurs pourraient travailler dans de bonnes conditions. Vous savez, quand une entreprise ne fonctionne pas, hors contexte économique, on n'accuse pas l'ouvrier qu'à mal serrer le boulon. On remet en cause les dirigeants. On leur dit ils n'ont pas su s'adapter, etc. Et là, à l'éducation nationale, on accuse les parents qui sont trop intrusifs, les élèves qui ne travaillent plus, les professeurs qui sont incompétents. Mais qui remet en cause la gouvernance? Personne. A priori, il n'y a que la gouvernance qui fonctionne. Mais enfin, les premiers cités, il y a aussi un problème d'intrusion, de parents abusifs, etc. Ça existe. Évidemment, évidemment. Pas travailler. Évidemment. Et vous dites, le reste, oui. Le reste, on passe sous silence. C'est ça. On passe tous sous silence. Tous les problèmes. Moi, ça m'est arrivé très personnellement d'être menacé de mort. J'en informe ma hiérarchie. Aucune réponse. Aucune réponse. Je me débrouille tout seul. J'ai reçu là des collègues qui ont lu le livre et qui me remercient d'être un petit peu un lanceur d'alerte. Et il y en a un qui me dit, j'ai vu mon psy qui m'a confirmé que l'éducation nationale, c'était l'administration qui broyait le plus ses personnels. Carrément, oui. Et d'ailleurs, vous mettez en dos de couverture de votre livre, enfin, vous avez eu un témoignage Madame X, chef d'établissement, qui dit ceci: tout le monde me considère comme la principale, donc du collège, sauf la hiérarchie qui pense que je suis secondaire. C'est ça. C'est exactement ça. Le livre fourmille de propos de collègues de semblables à celui-là. Alors, des situations, c'est des situations très diverses et qui toutes, parce que il y a quand même, enfin, on peut espérer que quand même, quand il y a un malade d'un professeur, pour des tas de raisons, qu'elles soient de sécurité, d'humiliation, de ceci, de cela, il y a quand même, il n'y a pas d'oreilles qui écoutent, il n'y a pas de, ou alors qui écoutent, mais ils ne font rien, il n'y a pas de gens qui réagissent quand même. Ah si, on vous écoute, hein. Ah ça, on vous écoute. On vous écoute, oui. On vous écoute. Voilà, oui, merci. Oui. Au revoir. Ah d'accord. Voilà. C'est-à-dire, on vous reçoit, on écoute vos doléances, comme on dit. Non, les chefs d'établissement, non. Non, parce que si un chef d'établissement qui est mal dans sa peau, c'est que c'est forcément un mauvais chef d'établissement. Ah d'accord. Ah oui. Ah, on n'analyse pas les raisons pour lesquelles il peut être mal dans sa peau. Vous savez jusqu'à quel point ça va. Il y a une principale de collège qui fait un conseil de discipline. Le conseil de discipline décide de l'exclusion de l'élève. Donc un conseil de discipline, c'est un vote à bulletin secret. C'est-à-dire que la principale n'est pas plus responsable de l'exclusion définitive que les autres membres du conseil de discipline, c'est-à-dire parents, élèves, personnalitos, etc. C'est ça, c'est parents, c'est élèves, professeurs. Voilà, c'est une instance officielle. C'est ça. Et puis, après la décision, il y a des parents et des professeurs qui sont montés au créneau parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette décision. Mais bon, l'instance officielle avait pris la décision. Donc, ils sont allés ils ont diffamé la collègue
Et ça s'est terminé par son suicide. La collègue s'est suicidée. Et le recteur était tellement mal à l'aise qu'il a tout de suite imputé ce suicide au travail. Vous voyez ? Alors je me rappelle... Overdose du travail, non, mais etc. imputable, voilà, c'est imputable au service. C'est le terme qu'il a employé. Imputable au service, ouais. Mais si le recteur avait été courageux et avait reçu les parents et les professeurs qui n'étaient pas contents, en leur disant écoutez, ça a été voté, c'est de la démocratie, c'est tout, ça aurait mis fin au débat et la collègue serait toujours de ce monde. C'est inadmissible, c'est écœurant. Et des exemples comme ça, alors ça c'est évidemment un exemple extrême, hein, mais il y en a un tas d'autres dans le livre. Et c'est pour ça que justement je l'ai intitulé Omerta dans l'éducation nationale, parce que il faut que tout ça se sache. Mais comment il se fait, alors la question que je vous pose, naïve peut-être, et de l'extérieur quand même, comment il se fait qu'à un moment donné, un certain nombre de professeurs ne se réunissent pas, parce que s'ils sont bien sûr, la hiérarchie peut les jeter ou les écarter, etc. Mais s'ils sont 10, 20, 100, 1000, hein, vous connaissez le nombre exact, ils sont quand même plusieurs dizaines de milliers. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu, je ne dis pas une class action comme on parle dans les avocats aux États-Unis, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu un mouvement en disant, il y a eu des mouvements bien sûr sur les revalorisations, etc., les horaires, tout ça, mais là, sur ce dont vous parlez, qui est quand même la blessure intime et apparemment collective, pourquoi n'y a-t-il pas eu de prise de parole ? Il y en a, mais c'est très rarement dirigé contre les hauts fonctionnaires, parce que les professeurs sont face au chef d'établissement. Donc ce sont les lampistes. Et encore une fois, toutes les décisions, tous les ordres un petit peu limites sont dits oralement. Et ensuite, si effectivement les professeurs se réunissent, ça fait du bruit, ensuite le haut fonctionnaire aura beau jeu de dire « Non, mes consignes ont été mal interprétées » et donc va rétro-pédaler si ça fait un petit peu trop de bruit. D'accord, oui, c'est assez terrifiant. On va en parler, et on va parler comment ça impacte effectivement l'éducation nationale, l'enseignement et tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on voit vivre aujourd'hui après cette petite pause. Oui, après cette petite pause avec vous au 0826 300 306, on continue de parler de l'omerta dans l'éducation nationale avec notre invité Patrice Romain. À tout de suite sur Sud Radio. Patrice Romain, quand même, alors justement, on parlait de ça et vous décrivez très très bien l'état des lieux et l'état d'esprit, mais comment ça se traduit? Alors justement, par rapport à ce qu'on vit en journée, par exemple, oui, en ce moment, avec l'histoire de l'abaya qui a fait Flores, on parle de laïcité, comment ça se traduit? Le niveau scolaire, on se plaint beaucoup du niveau scolaire. Est-ce que ce que vous écrivez, ce que vous décrivez les chefs d'établissement, les lampistes ou autres, est-ce que ça joue immanquablement et très fortement et pratiquement directement sur tous ces problèmes qui font si vous voulez, presque notre quotidien, en tout cas dans les médias et partout, et dont on ne parle pas de ce côté caché, du côté, je veux dire, du côté couvert de l'iceberg. Bien sûr. Je pense très sincèrement que toutes les émeutes du printemps, tous les problèmes que la société française connaît actuellement, provient en grande partie, justement, de l'éducation nationale et donc de la frilosité de sa gouvernance qui n'ose pas tout simplement appliquer la loi. Vous parlez de l'abaya, mais il y a eu tout un débat sur l'abaya, mais la loi de 2004 est claire. Aucun signe ostentatoire religieux dans les établissements scolaires. Point. Sauf que, depuis 2004, en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai remonté à ma hiérarchie un problème de laïcité, à chaque fois, on m'a demandé de camoufler l'affaire. Ah bon, à chaque fois? Oui, à chaque fois, puisque tout va bien. Lorsque vous avez 96% de réussite au baccalauréat, le niveau est bon. Vous vous rendez compte? Il y a des résultats extraordinaires. Donc pourquoi porterait-on des efforts alors que le niveau est exceptionnel? Et c'est ça le gros problème, c'est que à toujours vouloir camoufler la vérité, on crée l'inverse de ce que l'on souhaiterait. C'est-à-dire, on camoufle les problèmes, donc on ne peut pas s'y attaquer. Mais oui. Et donc cette peur, donc quand et les professeurs, on peut comprendre, ont peur de parents qui viennent dire qu'est-ce que vous avez fait vous avez exclu notre fils ou notre fille, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc il a peur. Et puis comme il sent qu'il ne va pas être aidé, qu'il ne va pas être renforcé, il se tait, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et ça, c'est très compliqué à vivre pour les professeurs. Et
si le professeur refuse quelque chose à l'élève, le parent va voir le principal. Et si le principal refuse, le parent va voir le directeur académique. Donc il y a bien un échelon à un moment donné où on cède parce qu'on a peur du supérieur. Et j'ai même un directeur académique qui était furibard parce que les parents avaient écrit directement au ministre. Et donc, oui, il l'avait zappé. Eh ben oui, mon grand garçon, mais nous, ça nous arrive régulièrement. Donc là, oui, qu'on nous zappe aussi. Voilà. Et c'est donc ce que vous dites, vous, Patrice Romain, et vous le montrez en tout cas dans votre livre, vous dites que c'est la plus mauvaise des conseillères, la peur qui règne en maîtresse, quoi. Presque. Oui, c'est la peur et puis le désir de poursuivre sa petite carrière. Vous savez, moi, je parlais de mon expérience de sapeur-pompier volontaire. Moi, j'avais des chefs chez les pompiers, mais ils me disaient n'importe quoi, je leur obéissais et je leur faisais une confiance absolue. Et la comparaison est cruelle pour les chefs de l'éducation nationale, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont absolument pas exemplaires. Donc comment pouvez-vous ensuite entraîner les chefs d'établissement, les professeurs et les élèves si vous n'êtes pas exemplaire? L'exemplarité vient d'en haut, sinon rien n'existe. Évidemment, tous les hauts fonctionnaires qui prônent, alors ils prônent plus l'égalitarisme que l'égalité, hein. Mais tous ces hauts fonctionnaires qui disent ouais, il faut s'occuper des enfants à problème, etc. Où mettent-ils leurs enfants? Où les mettent-ils? Bonne question, oui. On se rappelle d'un certain ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas si longtemps, qui avait mis ses 3 enfants à l'école privée. Et il prenait des grands... Et il n'est pas le seul. Hein. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Il est loin d'être le seul. Ouais. Il y a un autre ministre de l'Éducation nationale aussi qui avait pondu une réforme. Il avait un enfant en lycée, les professeurs du lycée avaient dit non, nous n'appliquerons pas la réforme, c'est une mauvaise réforme. Le proviseur avait dit je suis d'accord avec les professeurs, nous n'appliquons pas la réforme, et le ministre n'a rien dit. Parce qu'il savait très bien que sa réforme, c'était bon pour le petit peuple, mais pas pour son enfant qui, lui, devait suivre un enseignement de qualité. C'est intéressant. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Alors là, on est en plein là-dedans. On privilégie le paraître à l'être. Et c'est ce que vous ont dit. Enfin, tous ces témoignages que vous avez rassemblés, ils vont tous dans le même sens, franchement. Oui. Ouais, tous. Alors, maintenant, je vais être honnête, c'est-à-dire ceux qui ne partageaient pas mes convictions, voilà, ça n'a pas valeur de sondage, et puis ceux que ça n'intéressait pas n'ont pas répondu. Bien sûr. Mais les motivés ont répondu, et en tout cas, vous m'avez dit hors antenne, quand on va commencer cet entretien, Patrice Romain, vous dites, j'ai été étonné de recevoir autant quand même de témoignages. Oui, et puis des témoignages terribles. Je ne pensais pas que les mots étaient... Un exemple, je ne sais pas si vous avez en tête... dans le livre, il y en a un qui a dit mon métier m'a coûté un divorce, mais ne m'a rien rapporté. D'autres, des situations personnelles terribles, c'est-à-dire des gens qui quittent la famille pour aller parce que l'administration leur demande d'exercer dans tel collège, et puis on les utilise pendant 2-3 ans, ensuite on les jette. Mais ça regorge de témoignages humain, je dis humainement, c'est terrible. On peut pas. Enfin moi, je ne peux pas rester insensible quand j'entends mes collègues parler de cette manière. Alors Patrice Romain, l'instituteur, le principal, l'écrivain que vous êtes, le directeur d'établissement que vous avez été, etc. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on toujours à un moment donné, on dit bon, c'est pas bouché, sinon c'est fini, sinon on n'a qu'à jeter toute l'éducation nationale avec l'eau du bain, ce que je disais aux syndicalistes, aux représentants du syndicat. Mais est-ce que c'est au fond, si on va au tuf des choses, d'abord, quand je vous entends, est-ce que c'est que l'opération chirurgicale la plus importante en France ou ailleurs, c'est une greffe de vertèbres? Non, mais je crois que d'abord, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est-à-dire que l'éducation nationale, quoi qu'on en dise, a les moyens. Elle a les moyens humains et les moyens financiers. Simplement, il faut les mettre aux bons endroits. Hein. Moi, j'ai en début d'année un recteur qui nous disait faites-nous n'importe quel projet, on a trop d'argent, on vous en donnera. Donc non, il y a les moyens financiers, on a les personnels. Maintenant, c'est une question de mentalité. Et je crois qu'il faut arrêter justement de se voiler la face.
encore une fois, Sud Radio, parlons vrai. Là, c'est ça. Il faut parler vrai. Il ne faut pas être managé sur des chiffres. Un professeur, il est face à ses élèves. Bah, si l'élève n'y arrive pas, eh ben, on va dire qu'il n'y arrive pas. Il faut arrêter de mépriser les élèves en les surnotant et en demandant aux professeurs de dire que tout va bien. Il faut dresser un état des lieux objectif et arrêter de dire que tout va bien. Et ça, une fois qu'on aura détecté tous les problèmes, on pourra réellement s'y atteler. Oui, mais ça va déplaire aux parents, ça va déplaire à les lecteurs. Vous oubliez les lecteurs, mon cher Patrice Romain. On va être élu. Comment on fait si on commence à dire oui, vos enfants, ça va pas. Mais effectivement, sur le fond, il faut peut-être créer des écoles intermédiaires. Mais je retiens une chose très intéressante dans ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais c'est de dire peut-être qu'il ne serait pas mal qu'un certain nombre de professeurs de la hiérarchie, de fonctionnaires de la hiérarchie, retrouvent le chemin de l'école. Moi, je pense que beaucoup d'inspecteurs devraient, pour une partie de leur temps, être face aux élèves, mais mettre un peu les mains dans le cambouis. Ouais, ça les ramènerait sur Terre et je pense que ça dégonflerait le melon de pas mal d'entre eux. On va en parler avec nos auditeurs, Esteban. Oui, on en parle avec Philippe qui nous appelle du Calvados de Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour Monsieur Romain. Écoutez, bonjour, vous l'avez esquissé un tout petit peu. Moi, j'aimerais soulever un problème de fond. Hein. C'est le problème de la gestion des personnels dans l'éducation nationale. Et là, je vais raccrocher le wagon avec Claude Allègre, qui a voulu faire cette démarche qui n'a pas été comprise du tout. Parce que l'éducation nationale, je vous mets au défi, André, je vous mets, et Monsieur Attal, Monsieur le ministre, de donner l'effectif complet, global, des personnels travaillant dans l'éducation nationale. Ils ne savent même pas combien ils sont. Alors, ils ne connaissent pas le chiffre, le vrai chiffre, quoi, les vrais chiffres. Oui, renseignez-vous, André, là j'y tiens, vous allez voir que là, vous allez être surpris. Alors après, je viens sur quelque chose, c'est réformer les postes administratifs, donc trop nombreux, ça c'est clair, et puis recruter des surveillants comme on arrivait un peu en retard, on allait dans une classe d'attente, ou en tout cas on était mis un peu sur la touche avant de faire n'importe quoi, et puis peut-être aussi là commencer à mettre, alors ça peut être choqué, mais mettre des primes de résultats au niveau des professeurs et des évaluation, voilà. Et puis tout simplement on va dire switcher un petit peu la surprime que j'ai entendue des recteurs d'académie et autres, et bien la mettre au service des gens de terrain, des professeurs de terrain, mais en contrepartie avoir des objectifs à atteindre. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors, sur les chiffres, je vous ai vu réagir, Patrice Romain. Oui, parce que Philippe parlait du ministre, mais il peut mettre également chaque recteur au défi de connaître le nombre d'employés de son propre rectorat. Ah, carrément. Ah oui. Vous voulez dire que si je demandais à un recteur tel ou tel de donner ses il les connaît pas. J'en suis convaincu. C'est quand même, c'est énorme ça. Et le reste par rapport à, alors sur l'évaluation, vous avez quelque chose à dire, c'est-à-dire les primes, etc. Alors, je ne suis pas d'accord pour fixer des objectifs aux enseignants et leur donner des primes de résultats, parce que enseigner, c'est une tâche noble, c'est, oserais-je dire, un sacerdoce. Et je suis favorable au fait de recruter des professeurs de qualité, mais une fois que le professeur de qualité est recruté, de lui faire confiance, parce que le professeur de qualité va donner le maximum. Mais en fait, et le professeur ne maîtrise. Du professeur. Voilà. Mais le professeur ne peut pas tout maîtriser. Le professeur en primaire, globalement, on arrive à être plus fort que les parents, parce que l'élève est 7 heures par jour à l'école. Mais au collège, les professeurs n'ont plus la main. Ils voient l'élève quelques heures dans la semaine, c'est tout. Le reste du temps, c'est les parents et c'est la rue. Et c'est compliqué. Alors, justement, peut-être on peut prendre Sarah avant la publicité. Je pense qu'on va retrouver Sarah après la publicité. Juste pour une petite précision, vous avez parlé du chemin de retour à l'école pour les ministres. Il y a Gabriel Attal et son cabinet qui vont passer 3 jours en immersion dans un lycée de l'Est de la France. Voilà, ça a été annoncé vendredi dernier. Donc, ils ont prévu les gilets pare-balles et les casques à poing. Reporter de guerre, Gabriel Attal, dans un lycée de l'Est de la France. À tout de suite sur Sud Radio, on continue à en parler. Et puis, nous avons Sarah qui a composé le 0826 300 300 qui nous appelle du Gard. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Sarah, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est plus là.
Est-ce qu'elle est là, Sarah? Non. Oui, Ah, vous êtes là, là, mais on ne vous entend pas, chère Sarah. Qu'est-ce qui se passe? On ne vous entend pas, on vous entend très feutré, là. Hein. Donc, bon, alors on va retrouver Jean-Claude qui nous appelle du Rhône. Ça appelle au standard aujourd'hui. 0826 300 300. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour André. Alors, pour commencer, André, je voudrais simplement vous dire, à regret, que vous serez bientôt licencié de Sud Radio. Ah bon? Parce que je pense qu'en 2027, nous aurons besoin de vous à la présidence. Voilà, avec Olivier Delamarche en ministre de l'économie, Bruno Langlois à l'intérieur, etc. etc. Non, trêve de plaisanterie, André. Ouais. Je voulais réagir un peu sur ce qui se dit entre les policiers, l'éducation, etc. Je pense, moi, de mon avis personnel, hein, bien sûr, oui. que tout ça, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que tout cela a un fil conducteur et que tout cela est lié. On dirait que l'on veut détruire l'hôpital, la justice, l'éducation. On dirait qu'on veut que les gens soient bêtes et indisciplinés afin qu'on puisse mieux les asservir. Et j'aimerais un petit peu l'avis de votre invité et le vôtre sur ce sentiment qui, je crois, se généralise. Est-ce qu'on veut, effectivement, vous savez, c'est justement, c'est intéressant que le professeur, que le principal, Patrice Romain, le dise, mais sans aller jusqu'à effectivement tout lier, mais quand même, on a l'impression d'une espèce de, ça on va, de lâchage complet, mais de toute structure. Il n'y a pas de structure, il y a des sentiments et des émotions, et puis on les manipule, on les laisse manipuler comme on veut. Patrice Romain. Alors c'est aussi à l'image de la société, hein, ce n'est pas spécifique à l'éducation nationale. Non, c'est ce que disait Moi, je ne pense pas que ce soit une volonté délibérée, mais je crois tout simplement que les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale n'ont aucun intérêt à améliorer les choses en profondeur, puisqu'encore une fois, leur propre progéniture est scolarisée dans les établissements d'élite. Donc ils s'en moquent. Mais ce qui est sûr, donc je ne sais pas si c'est une volonté, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de détruire l'éducation nationale. Ça, oui. Mais alors donc c'est après moi le déluge quand même. Ah oui. Hein, c'est parce que si ces gens-là sont irresponsables, enfin il y a un côté, c'est très joli. Mais enfin on les a mis là et on les paye soi-disant alors pour le collectif. Donc le collectif n'existe plus pour eux. Je pense. Je pense, oui, c'est l'intérêt personnel qui prime. Qui prime, mais bravo. Est-ce que nous n'avons pas Sarah qui a redisparu? Juste alors, Patrice Romain, quelque chose, parce que je voudrais qu'on voilà dessus. Au fond, est-ce que c'est le côté, vous savez, vous vous rappelez que pendant le Covid, il y a eu des infirmières qui ont jeté leur uniforme, il y a eu des policiers, d'autres qui ont jeté leurs menottes, il y a eu énormément de corps de métier qui ont dit on ne peut plus exercer notre métier comme, parce que eux ont le sens du collectif, beaucoup d'entre eux, comme on devrait l'exercer. Bien. L'éducation nationale, vous venez d'en parler, on vient d'en parler, encore une fois, je renvoie à votre livre parce qu'il dit beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que quelque part, cette démission, est-ce que c'est une démission ou est-ce que c'est, je reviens à Jean-Claude Santo, et je ne crois pas du tout c'est pas un complot, bien sûr, ce n'est pas une intention délibérée, mais est-ce que tout pouvoir, je dis bien quel que soit, a envie quand même d'avoir plutôt des gens soumis que des gens insoumis, et je ne parle pas politique là, et en disant, écoutez, voilà, c'est comme ça, il vaut mieux avoir peur, c'est ce que fait la peur, le management par la peur, hein, ça existe. Il faut relire la Boétie, le traité de la servitude volontaire, hein, c'est pas nouveau. Voilà, alors je crois que nous avons Simone, Esteban. Simone de Castel-Sarrazin. Non, on l'a pas encore. Pas tout de suite. Bon. Mais la question que vous posez, ce serait un très bon sujet pour le bac de philo de 2024. Oui, et même tout de suite. Oui. Oui. C'est bon, nous avons rétabli la connexion avec Simone. Bonjour Simone. Oui, bonjour. Vous vous appelez d'où Simone? Oui, j'appelle de Castel-Sarrazin et je voulais simplement dire que j'étais d'accord avec ce qu'il se disait, mais ça va même plus loin. Je pense qu'on est en train de construire on déconstruit l'éducation nationale, ça c'est sûr, mais on déconstruit tout le reste. Les enfants ne sont plus éduqués et il n'y a plus beaucoup de respect. On se libère de tout ce qui est des contraintes. On fait ce qu'on veut, tout le monde fait ce qu'il veut.
Et moi, je pense que ce qui évolue, c'est dans le sens où plus on a une population qui ne réfléchit pas, qui est un minimum, qui s'écrire et lire, mais ça, voilà, la culture, on la met de côté, ce qu'on était aussi, on la met un peu de côté, et avec une population comme ça, vous avez un certain nombre de gouvernants et autres qui sont contents, c'est ce qu'ils veulent. Oui, vous voulez dire qu'on peut les manipuler et on peut les diriger comme on veut. Voilà, moi absolument. Moi, c'est ça que j'ai. Parce que tout commence par l'éducation. Voilà. Et ensuite, vous soignez mal les gens. Non seulement vous les éduquez mal, mais de plus en plus, on les soigne mal. Donc, il y a quand même. Et je pense que tous ceux qui sont en haut, ils se soignent bien. Et ils mettent leurs enfants dans les écoles privées. Hein, voilà, moi je l'ai vu, moi j'habitais le 14e, mais j'ai envoyé mon fils à l'école où envoyait tous nos socialistes à l'époque, qui envoyaient leurs gosses là, à l'école publique, je l'ai vu, je l'ai vécu. Hein, ils avaient l'âge de lumière, alors c'est bon quoi. Ouais, Simone, voilà, c'est les 2 poids ou les 10 poids de mesure. On a, je crois, Delphine. Oui, Delphine qui nous appelle de Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour, donc je suis professeure depuis un certain nombre d'années et nous avons lu le livre de monsieur. De Patrice Romain, oui. Oui, tout à fait. Et on va dire qu'on regrette un petit peu qu'il prêche un peu trop pour sa paroisse uniquement, c'est-à-dire les chefs d'établissement, et pas assez pour les enseignants. Oui, mais je crois que c'est... Alors, oui, Patrice Romain. Dites. Alors, donc le livre est constitué de témoignages de personnel de direction. C'est la raison pour laquelle il n'est pas essentiellement personnel de direction. Mais alors, si vous n'en êtes pas convaincu, moi, j'affirme haut et fort que tout ce que subissent les professeurs, les pressions que subissent les professeurs, parfois de la part de l'équipe de direction des enseignants, sont réelles. Et ce livre, normalement, explique les raisons pour lesquelles elles existent. Elle ne les cautionne pas, mais elles existent. Mais j'ai parfaitement conscience de ce que subissent au quotidien les professeurs. Delphine, vous voulez... Oui, alors est-ce qu'éventuellement, alors après c'est peut-être un jugement, est-ce qu'éventuellement dans ces raisons, il n'y aurait pas tout de même l'avidité de certains chefs d'établissement ? L'avidité, oui. L'avidité, c'est une évidence. C'est une évidence. Un chef d'établissement, c'est quelqu'un d'humain, et il y en a qui veulent faire carrière, donc qui sont prêts à tout pour faire carrière. Évidemment, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, comme un peu partout. Et là, ça n'excuse rien, mais ça explique exactement. Patrice Romain, moi je voudrais simplement dire que c'est très important en tout cas, vous voyez, et peut-être demain Delphine, quelqu'un ou Patrice Romain lui-même ou d'autres écriront justement l'omerta de l'éducation nationale avec les professeurs qui parlent. Moi je peux vous dire qu'à l'émission, à Sud Radio et dans mon émission, on reçoit énormément de professeurs et ils prennent la parole et ils sont en active et ils prennent la parole, vous voyez, malgré leur devoir de réserve, et ils font des livres tout à fait passionnants. Voilà, donc Patrice Romain, en tout cas, vraiment, cette omerta, vous l'avez en grande partie levée et je crois qu'on doit vous en savoir gré. Ouais, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrice Romain. Je rappelle ce livre, Omerta dans l'éducation nationale, c'est disponible en librairie, c'est aux éditions du Cherche Midi. Tout de suite,